Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, cher José María Gil Robles, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur Maillard, Monsieur le Syndic, Monsieur Brelas, Monsieur le Recteur de l'Université de Lausanne, Monsieur Arletta, Monsieur l'Ambassadeur Guettas, Monsieur le Président du Conseil européen, cher Herman, Monsieur le Président du Parlement européen, cher Martin, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le président Gil Robles disait que ce n'est pas tous les jours que l'on peut accueillir au même moment et au même endroit les présidents en fonction des trois institutions politiques principales de l'Union européenne. Je dirais pour ma part que ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir le privilège, au même moment, au même endroit, de ressentir trois grandes émotions à la fois. Tout d'abord, l'émotion d'avoir l'honneur de recevoir la médaille d'or d'une fondation créée par un des grands bâtisseurs de l'Union européenne, Jean Monnet, homme à l'intelligence vive, au parcours singulier, à la personnalité attachante. Un homme qui n'était pas un politicien, mais qui a été pourtant un des grands génies politiques du XXe siècle. Un homme qui savait concilier vision, lorsqu'il s'agissait de la stratégie, et pragmatisme, lorsqu'il s'agissait de l'action et de l'exécution d'une politique. Un homme par lequel j'ai une admiration toute particulière et dont les mémoires restent une source inépuisable d'inspiration pour notre avenir. Pendant mes 2 mandats à la tête de la Commission européenne, j'ai eu plusieurs occasions d'honorer le grand héritage de Jean Monnet. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai décidé d'attribuer son nom à la salle du Collège des commissaires, la salle la plus emblématique de notre Berlaymont, le siège à Bruxelles de la Commission européenne. Mais une deuxième émotion aussi, celle de partager cet honneur avec Herman Van Rompuy et Martin Schulz. Je voudrais dire combien j'ai apprécié travailler avec chacun d'eux dans une période très exigeante, peut-être même la plus exigeante depuis le début de l'intégration européenne. L'excellente coopération entre nos 3 institutions a été un facteur clé pour aider l'Europe à surmonter des moments qui furent souvent dramatiques. Mais nous savons bien, dans la dialectique institutionnelle, il y a aussi les hommes. Et là, j'aimerais aussi remercier Herman Van Rompuy et le féliciter pour sa prudence, son intelligence politique, l'intelligence à former des consensus, pour sa sagesse européenne. Je voudrais aussi, cher Martin, te remercier pour ton attachement à la méthode communautaire, la façon dont tu défends ton institution, le Parlement européen, qui est un Parlement directement élu par les citoyens européens, et aussi ta conviction, ton enthousiasme, la passion européenne. Mais une troisième émotion aussi, celle d'être ici en Suisse, pays auquel je suis très attaché. C'est un peu ma deuxième patrie, celle de l'approfondissement de ma formation intellectuelle européenne, celle où j'ai passé avec mon épouse 6 belles années de ma vie, où mon fils est né en 1983, un pays où je suis venu avec une bourse de la Confédération pour étudier les questions européennes, le pays où j'ai eu le bonheur de travailler avec l'une des plus grandes figures intellectuelles du XXe siècle, mais aussi l'une des grandes figures de la réflexion européenne, Denis de Rougemont. Je reconnais dans la salle certains amis qui ont eu aussi ce privilège. Et comme je ne peux pas les citer tous, permettez-moi de remercier mon professeur, mon ami, et depuis 10 ans, mon conseiller spécial à la Commission européenne, le professeur Dusan Sidjanski. Donc, merci à tous et à toutes, du fond du cœur, pour ce moment très particulier. Un grand merci à la Fondation,
Un grand merci aussi à l'Université de Lausanne, dont la vocation européenne et internationale est désormais bien connue. Je voudrais très sincèrement saluer le travail de la Fondation Jean Monnet, entièrement dédié à un projet qui, plus d'un demi-siècle après ses tout premiers pas, demeure le projet le plus visionnaire de l'histoire récente, une expérience absolument unique. Mesdames et messieurs, lorsque j'étais à Oslo, le 10 décembre 2012, avec mes collègues du Conseil européen et du Parlement européen, pour la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne, j'ai tenu précisément à souligner en quoi le projet européen est unique. Il est unique parce qu'il a pu concilier la légitimité d'États démocratiques à la légitimité d'institutions supranationales, dont la Commission européenne, qui protègent l'intérêt général européen et donnent corps à notre communauté de destin. Il est unique parce qu'il a su développer, aux côtés du Conseil européen, une démocratie transnationale sans pareille, avec le Parlement européen directement élu. Et au cours de ces dernières années, alors que j'ai eu l'honneur de présider la Commission européenne, j'ai pu directement apprécier le rôle tout à fait singulier de la Commission au sein de cette architecture européenne. La Commission a toujours eu, et continuera à avoir, un rôle indispensable permettant de prendre en compte et de concilier la diversité des situations entre nos pays. C'est ainsi que lorsque des opinions parfois très éloignées sur la sortie de crise se sont exprimées entre des pays aux performances et aux cultures économiques diverses, la Commission a toujours veillé à assurer une indispensable synthèse. Synthèse entre solidarité et responsabilité. Solidarité de ceux qui pouvaient garantir l'effort de stabilisation financière et responsabilité de ceux qui devaient rassurer les marchés sur leur capacité à contrôler le dérapage de leurs finances publiques et à mener d'indispensables réformes pour la croissance et la création d'emplois. C'est cette vision de l'Europe que nous avons défendue tout au long de ces années. Une Europe unie et forte, une Europe de la solidarité collective et de la responsabilité individuelle, une Europe de la stabilité et de la croissance. Non pas une croissance factice, nourrie de dettes, mais une croissance durable, reposant sur des finances publiques saines et stimulée par des réformes structurelles et des investissements en matière d'éducation, innovation, recherche et infrastructures pan-européennes. Mesdames et messieurs, il est vrai, comme l'a souligné le président José María Gil Robles, qu'il y a eu au cours de ces années des tentations intergouvernementales. Mais il est vrai aussi que le rôle de la Commission européenne a été renforcé parce que la Commission assume un rôle indispensable d'initiative, mais aussi d'arbitre et de responsable pour la mise en œuvre des décisions. Je pourrais donner plusieurs exemples. Peut-être le plus flagrant, apparemment paradoxal, est sans aucun doute le pacte budgétaire intergouvernemental. En fait, comme vous le savez, il n'a pas été possible d'avoir cela dans les traités communautaires parce qu'à l'époque, 2 pays s'y sont opposés. Un d'entre eux, d'ailleurs, est en train de rejoindre ce pacte. Alors, il a fallu aller pour une solution dite intergouvernementale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long des négociations de ce pacte, les pays se sont tournés vers la Commission, vers son expertise des politiques européennes et vers sa technique législative créative. Et une fois le pacte adopté, c'est encore vers la Commission que les pays sont tournés pour assurer une mise en œuvre rigoureuse des objectifs qu'ils s'y sont fixés. Ça montre effectivement que pour que l'Europe fonctionne, la méthode communautaire est incontournable. Et le pouvoir d'initiative de la Commission a toujours été maintenu, même s'il nous a fallu surmonter de nombreuses réticences. Je pourrais en citer beaucoup. Par exemple, lorsqu'on a discuté de l'union bancaire, devenue aujourd'hui une réalité. Je me rappelle que lorsque nous avons parlé de l'union bancaire, certaines capitales m'ont appelé en disant « Pourquoi parlez-vous d'union bancaire? Ce n'est pas dans les traités. » Et ma réponse a été « Ce n'est pas dans les traités, mais c'est nécessaire pour réaliser les fins prévues dans les traités. »
C'est ça, encore une fois, la méthode communautaire. La vérité est que la Commission, et là je voudrais aussi le dire, le Parlement européen, nous avons toujours été du côté de plus d'ambition. La vérité est aussi que, et nous devons être très honnêtes là-dessus, pas tous les pays ont le même niveau d'ambition pour l'Europe, et nous le savons bien, c'est une Europe de la diversité. Mais la vérité est aussi, et ça je voudrais le signaler, et là aussi le rôle du Conseil européen a été très important, dans leur réponse à la crise, les pays de l'Union européenne sont en effet allés vers plus d'intégration et non pas moins d'intégration. Beaucoup plus d'intégration là où c'était nécessaire, c'est-à-dire une gouvernance économique et fiscale plus intégrée, spécialement dans la zone euro. Si vous regardez l'évolution des décisions, vous ne trouvez pas des décisions pour aller vers moins d'Europe, au contraire, plus d'intégration, avec des pouvoirs sans précédent qui ont été confiés à la Commission européenne en matière de gouvernance économique, ou par exemple à la Banque centrale européenne, notamment dans le cadre de l'union bancaire. Donc il est vrai ce que disait Jean Monnet, que c'est dans la réponse aux crises que l'Europe avance, l'Europe étant peut-être même une succession de réponses à des crises successives. Quand je dis de plus de pouvoir pour l'Union européenne, cela ne veut pas dire que l'Union européenne doit intervenir sur tout. Car, comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs la première fois c'était au Parlement européen, dans un de mes discours sur l'état de l'Union, je l'ai dit en anglais d'ailleurs, The European Union needs to be big on big things and smaller on smaller things. Et comment ne pas rappeler, alors que nous sommes en Suisse, exemple réussi de fédéralisme décentralisé, qu'il existe aussi un principe démocratique et fédéraliste essentiel qui s'appelle la subsidiarité et auquel je suis très attaché. Et puisqu'on parle à Suisse, laissez-moi dire encore une fois que votre pays exprime un des paradoxes les plus intéressants de l'Europe. Car, en n'étant pas un pays membre de l'Union européenne, c'est un pays dont le fédéralisme a tellement influencé et continue à influencer toutes les poussées fédéralistes dans le projet européen. Mais ceci veut dire, quand on parle de subsidiarité et d'avancer dans l'intégration en même temps, que nous pouvons et devons aller plus loin dans l'intégration de la zone euro, tout en préservant ce que nous avons réalisé tous ensemble du marché unique aux 4 libertés. Nous devons donc permettre aux pays qui veulent avancer plus vite de ne pas être freinés par ceux qui ne le veulent pas ou ne le veulent pas. Mais nous ne devons pas permettre une stratification interne avec des pays de première ou de deuxième classe. Le principe d'égalité des États membres devant les traités, un principe pour lequel j'ai lutté quand j'étais Premier ministre du Portugal, dans les discussions qui ont mené au projet de constitution européenne et après au traité de Lisbonne, ce principe d'égalité est essentiel dans une Union européenne qui se veut construite sur le motto « Unité dans la diversité ». Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici des familiers de la méthode des petits pas de Jean Monnet. L'Union européenne a en effet toujours avancé pas à pas. Et ainsi que je l'ai dit dans ma conférence d'Humboldt, à laquelle Gil Robles a eu la gentillesse de se référer, le mode d'évolution de l'Union européenne n'est pas celui de la révolution permanente, mais celui de la réforme permanente. Certaines avancées sont parfois plus grandes que d'autres. Et c'est ce que nous venons de réaliser ces dernières années, dans des conditions très difficiles, avec la plus grande et profonde transformation institutionnelle depuis la création de l'euro. Nous avons ainsi montré notre capacité à dépasser les défis et à relancer l'Europe sur une base plus solide qu'auparavant, c'est dire la résilience de l'Union européenne, c'est dire sa force d'adaptation et d'innovation. Vous en voulez la preuve?
Je vous invite simplement pour quelques secondes à penser sur le moyen terme et à résister à la tentation, dans la dictature de l'actualité qui aujourd'hui existe, de penser simplement aux discussions du jour le jour, les différences, les polémiques. 2004, l'année où j'ai eu l'honneur d'assumer la présidence de la Commission européenne. Nous étions, vous vous rappelez combien? 15 États membres. 2014, nous sommes 28. Ça veut dire que pendant les plus grandes crises depuis le début de l'intégration européenne, l'Europe a presque doublé son membership. C'est très important. C'est pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec les voix pessimistes qui ont une nostalgie d'un passé qu'elles tendent à idéaliser. Peut-être, pour certains, c'était plus confortable une toute petite Europe, mais moi je considère que c'est une des plus grandes avancées dans l'histoire contemporaine. Le fait que nous avons presque réussi la réunification de notre continent et que des pays qui étaient avant soumis à des dictatures totalitaires sont maintenant une partie intégrante de la famille démocratique des nations qui font l'Union européenne. Et cela a été possible pendant ces années. Et je vous demande encore de penser pour un moment à la zone euro, dont beaucoup d'analystes, en Europe et en dehors d'Europe, prévoyaient l'éclatement. Ce qui s'est passé, c'est que nous allons accueillir le 1er janvier 2015 le 18e membre de la zone euro, et d'autres attendent le moment de rentrer notre 18e membre, la Lituanie. Mais ce n'était pas la seule crise, la crise financière et de la dette souveraine. Rappelons-nous, tout au début de mon premier mandat, et je crois pas en liaison avec mon mandat, il y a eu la crise de la non-ratification du traité constitutionnel, avec le référendum négatif dans 2 de nos États membres fondateurs. À l'époque, rappelez-vous, beaucoup disaient que ce serait l'impasse constitutionnelle définitive, que l'Europe ne serait pas capable de décider un nouvel arrangement des compétences et des institutions. Et voilà, après un temps de réflexion, nous avons réussi à garder l'essentiel de ce qui était dans le traité de Lisbonne. Donc mon témoignage très sincère est que l'Europe a cette résilience, cette capacité. Ceci ne veut pas dire, et ça aussi je tiens à le souligner, que nous pouvons accepter ce que dans la théorie de l'intégration européenne, ceux qui en connaissent quelques éléments le reconnaîtront, il y a automatiquement des effets d'intégration, ce qu'on appelle les spillover effects. Non, non. Parfois, nous avons pris des décisions dramatiques dans des moments extrêmement difficiles. Donc, la décision politique ou le manque de décision politique, ça compte. Les erreurs politiques, ça existe. Et les mauvaises décisions ou l'absence de décision, ça peut avoir des grandes conséquences. C'est pourquoi l'Europe est aujourd'hui justement un projet de plus en plus politique et démocratique. Donc la vérité, c'est que aussi, et ça je le tiens à souligner, même dans ces crises qui ont été le plus grand stress test, on parle des stress tests des banques, mais je peux vous dire que le stress test auquel l'Europe a été soumise n'a pas été moins fort. La vérité, c'est que nous sommes restés ouverts. Nous avons résisté aux tendances du protectionnisme. Au contraire, c'est l'Union européenne qui a pris, par exemple, l'initiative de lancer le G20, qui est aujourd'hui le plus grand forum mondial pour les questions économiques. Donc, même confrontée à des graves défis internes, l'Union européenne est toujours restée une union ouverte sur le monde, tant dans sa politique de développement que sa politique étrangère, ou bien encore sa politique commerciale. Cela est essentiel, car l'un des éléments fondamentaux du projet européen, c'est précisément son ouverture aux autres. C'est tout autant une question de valeur qu'une question d'intelligence stratégique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la crise n'est pas encore derrière nous. La reprise est fragile, inégale, soumise aussi aux conséquences d'un environnement géopolitique instable. Mais en continuant à mettre l'accent sur les réformes entreprises, réforme nos structures économiques, des politiques énergétiques et environnementales, réforme des marchés intérieurs,
Et en dynamisant les investissements, nous pourrons apporter aux citoyens européens les résultats concrets qu'ils attendent. Et nous le savons bien, la légitimité vient des résultats. Les sondages nous le disent clairement. Les citoyens européens s'impatientent des résultats qui tardent à se manifester, notamment sur la question cruciale de l'emploi. Je crois aussi que la question la plus sérieuse et plus grave que nous connaissons aujourd'hui en Europe, c'est la question du chômage, notamment le chômage des jeunes. Nous avons parlé beaucoup d'économie à cause de la crise, mais ce n'était pas seulement de l'économie. Et bien sûr, je ne vais pas faire un bilan aujourd'hui, mais je tiens à vous dire que je suis très fier en tant qu'Européen que nous avons lancé le plus grand plan, le plus ambitieux plan au monde en matière de lutte contre le changement climatique pour la défense de notre planète. Et je suis fier que la commission que j'ai présidée a lancé en 2007 le paquet énergie-climat et que l'Europe continue à être aujourd'hui le numéro 1 mondial et que nous aimerions bien avoir de nouvelles avancées et que nous y travaillons pour que l'année prochaine à Paris, on puisse garantir plus de responsabilités au niveau mondial. Donc je crois que sans arrogance, nous pouvons et nous devons être fiers d'être européens. Une fierté, je le répète, sans arrogance, mais une fierté légitime. L'Union européenne n'a rien perdu de son pouvoir d'attractivité. Il suffit de regarder à nos portes. Il suffit de regarder vers l'Ukraine. Combien de gens luttent en Ukraine pour être plus proches de l'Union européenne, de son modèle de société, de son économie? Regardez aussi au sud ce qui se passe dans les pays, la rive sud de la Méditerranée. Là, nous voyons à quel point l'Europe peut inspirer la démocratie et les valeurs que nous voulons qu'elles soient universelles. Certains se laissent aller au pessimisme, mais le fait est que nos sociétés, avec tous leurs défauts, sont parmi les sociétés les plus décentes, qui soient soucieuses du respect de la dignité humaine, de l'égalité des droits entre hommes et femmes, de la chance donnée à chacun de réaliser son potentiel, de la qualité de notre environnement, de la possibilité, grâce à l'éducation, à la science et à l'innovation, d'améliorer le bien-être de tous. Cela s'appelle une culture au sens large du terme, c'est-à-dire un modèle de société, une vision du monde. Et nous pouvons être fiers de notre culture européenne. Nous pouvons être fiers de ces grandes réalisations passées et surtout des grandes réalisations à venir, car nous avons de nombreux atouts en main pour faire encore ensemble de grandes choses, si nous en avons aussi la volonté commune. Comme le disait Jean Monnet, il ne s'agit pas d'être optimiste mais déterminé. En effet, ne nous y trompons pas, notre unité européenne ne peut pas être considérée comme acquise une fois pour toutes. Il appartient à chacun d'entre nous de sortir de notre zone de confort pour défendre ensemble nos valeurs et nos intérêts. Parce que, je voudrais finir avec ça, je voudrais finir avec ce point, notre union, c'est une union des valeurs. Ce n'est pas simplement un marché. Les valeurs telles que la paix, la liberté et la justice. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose pour terminer. Mon discours était très bref. Mais après avoir écouté des discours aussi brillants, ceux de ceux qui m'ont précédé, chaque fois que je vous écoutais, j'ajoutais quelque chose. Donc c'est votre faute si mon discours est un peu trop long, mais j'espère que vous m'en excuserez. Je vous remercie de votre attention.